Faut-il acheter l'action Dassault Aviation? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre dans cette vidéo. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est Riquet et aujourd'hui on va essayer de voir si effectivement Dassault Aviation est une bonne opportunité, que ce soit en swing trading ou dans de l'investissement moyen long terme. Mon objectif, c'est bien évidemment non pas de vous donner des conseils en investissement, mais plutôt de faire une overview ensemble de ce qu'il en est et on va suivre ce processus que j'ai l'habitude de faire. D'abord avoir des données globales sur la société, un petit peu mieux la découvrir et la comprendre si jamais vous ne la connaissez pas. Et puis ensuite, on va s'intéresser sur des chiffres, sur sa performance, sur des chiffres également de profitabilité, d'endettement, toute la partie dividende. Et on conclura également par une vue d'analyse technique, vraiment étude du prix, pour voir s'il y a des bonnes opportunités actuellement. Et je vous partagerai d'ailleurs si je suis actuellement investi ou en trade sur cette opportunité. Concernant Dassault Aviation, je vous propose qu'on fasse un saut rapide sur Zone Bourse qui est très bien pour avoir vraiment une image macro de l'entreprise. Et donc Dassault Aviation, pour ceux qui ne le savaient peut-être pas encore, figure parmi les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux. Donc on est très loin d'être sur l'un des leaders. C'est ce qui est intéressant par rapport peut-être aux autres sociétés que je vous avais analysées précédemment. On n'est pas sur le leader du marché, mais on a une entreprise du coup qui a surtout deux gammes finalement de produits. La première, c'est les avions militaires avec l'avion de combat Mirage 2000 et les Rafales. Et puis également d'autre part les avions d'affaires avec toute la gamme Falcon. On a une répartition des ventes par région qui est globalement en France, mais également avec certains d'autres pays dont on reparlera un petit peu plus tard. Concernant les dirigeants, ça c'est une donnée qui m'intéresse toujours énormément, notamment sur les dirigeants, mais également sur les investisseurs. Pourquoi je regarde les dirigeants? Pour savoir si ça fait longtemps finalement qu'on a des personnes qui sont en place, parce que ça permet de savoir si finalement il y a une certaine logique et pérennité dans le projet qui a été entrepris. Et d'ailleurs, savoir si les têtes, les têtes pensantes, comme on dit, sont finalement toujours en place. Et donc, on a Eric Trappier qui est là depuis 84. On a effectivement aussi le COO qui est là depuis 98. Puis après, on a des personnes un petit peu plus récentes, mais on voit qu'a priori, on a quand même un CEO qui est là depuis un certain moment et qui a probablement accompagné cette croissance. Donc, c'est plutôt des bonnes choses de mon point de vue. Concernant les actionnaires, on a bien évidemment la famille Dassault qui est majoritaire à hauteur de 66%. On a Airbus également qui détient 10,48% de l'entreprise. Dassault Aviation est propriétaire de sa propre entreprise à hauteur de 2,25%. Et ensuite, on a tout un ensemble d'actionnaires que je vous laisserai apprécier et que vous pouvez bien évidemment approfondir si vous le souhaitez. Au niveau des participations, c'est-à-dire dans lesquelles Dassault Aviation est investi, à ne pas confondre d'ailleurs avec Dassault Systèmes, qui même si elles font partie du même groupe Dassault, c'est deux structures qui n'ont rien à voir. Il y en a un qui fait des logiciels, l'autre qui fait des avions. Donc on est vraiment sur deux entreprises différentes. Mais ce qui est intéressant et c'est important de l'avoir en tête, Dassault Aviation est investi à 26,05% de Thales. Thales qui a cartonné d'un point de vue résultat et même en bourse, on l'a vu ces dernières années et notamment l'année dernière. Et c'est une donnée importante à avoir en tête pour la suite de notre analyse. Retenez bien donc que Thales représente, enfin plutôt Dassault Aviation représente quand même une grosse partie de l'actionnariat de Thales. Concernant l'entreprise, rapidement qu'on voit quelques données avant d'aller voir des graphes sur tout ce que je vous parlais, dividendes et autres. Ce qui est important, c'est de voir malgré tout qu'on a une prise de commande qui a été légèrement moindre par rapport aux années précédentes. Malgré, je cherchais sur d'autres articles, parce que je pousse ça toujours à côté, là l'idée c'est juste de vous donner les informations principales, mais on a un marché de l'aviation qui s'est plutôt bien développé et Dassault Aviation n'a pas forcément suivi sur la dernière année en tout cas, même si on a des bonnes projections pour l'entreprise. Donc c'est quand même important de l'avoir malgré tout. Concernant cette prise de commande supplémentaire qui est toujours un plus, et même si on le voit en un chiffre d'affaires ajusté qui est légèrement moindre par rapport à 2022, ce qui est intéressant à voir, c'est tout simplement ce carnet de commandes qui ne cesse d'augmenter, qui a atteint un nouveau record historique. Alors ça ne le voit pas sur le document, mais je vous le dis, j'ai fait mes petites recherches. Mais nouveau record historique donc de carnet de commandes, ça représente jusqu'à 6 années de chiffre d'affaires moyen. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine garantie. Alors, la question, c'est seront-ils capables finalement de délivrer en temps et en heure, d'absorber et de bien valider ce carnet de commandes? Ça, c'est toute la question qu'on peut bien évidemment se poser. Mais en tout cas, c'est des chiffres qui sont rassurants. On sait que Dassault Aviation a une certaine visibilité sur sa projection. Et moi, c'est toujours ce que j'aime voir dans des entreprises sur lesquelles je peux potentiellement investir.
c'est d'avoir cette capacité à avoir une visibilité finalement sur les résultats à venir. Et c'est le cas avec ce type d'entreprise. Du côté de Dassault Systèmes, justement, on en avait également parlé sur cette approche logicielle et de plus en plus de logiciels qui se mettent sur des approches SaaS et puis qui permettent finalement d'avoir des engagements contractuels sur plusieurs années et donc de garantir un certain revenu. Et c'est forcément très intéressant d'un point de vue investissement parce qu'on sait déjà à peu près quelle est la trajectoire que peut prendre l'entreprise d'ici plusieurs années. Voilà, de ce point de vue-là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller directement sur le site de Dassault Aviation. Vous avez, comme toutes les entreprises qui sont investies en bourse, des comptes rendus de presse ou des comptes rendus financiers, bien évidemment. Concernant la société de manière plus globale, là, on va rentrer dans quelques chiffres, de quelques gros indicateurs que j'aime observer. D'abord, sur la performance de sa valeur en bourse, de son prix. On voit que c'est une entreprise qui depuis un mois corrige un petit peu, mais depuis le début de l'année, on a quand même une jolie performance de 6,91% dividendes réinvestis. C'est ce que vous voyez la différence entre le price et le total, hein. C'est vraiment cet écart finalement entre, comment vous dire, entre le fait qu'elle verse des dividendes et le prix sans dividendes. On a ici également une performance reportée sur un an de 15,27%. Donc, on est sur une entreprise qui s'est quand même plutôt bien développée. 14 milliards de market cap, c'est quand même pas rien. Et on va essayer de voir maintenant finalement si c'est vraiment une entreprise intéressante. Alors pour ce faire, on va aller sur le percentile rank. Moi, j'aime beaucoup utiliser cette data. Elle permet en fait de comparer, si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, Dassault Aviation par rapport à un ensemble. Et notamment celui qui va m'intéresser, c'est VS l'Europe Industrials. Alors bien évidemment, va falloir prêter attention à ces chiffres parce que toutes les entreprises qui sont comprises dans l'Europe Industrials ne sont bien évidemment pas toutes des fabricantes d'avions, mais ça n'empêche que ça permet de situer un petit peu par rapport au secteur les données que nous pouvons avoir. On voit d'un côté valorisation que c'est une entreprise qui est relativement valorisée cher. Alors y a-t-il des raisons pour que ça soit valorisé cher? C'est ce qu'on va voir juste avant, mais c'est vrai qu'on a des price to book à 2.5, ce qui est quand même assez important. On a un PE, donc un PER de 20, je prends celui-ci hein, pour avoir l'information, 21.4, et on voit effectivement que c'est des données qui sont relativement élevées. On est plutôt sur la grosse partie de la valorisation des entreprises industrielles. Maintenant, est-ce que c'est une mauvaise chose qu'elle soit peut-être légèrement surévaluée? Pas toujours, au contraire, ça veut peut-être dire qu'on a une bonne entreprise aussi. Et ça, c'est le piège dans lequel on peut tomber. Je vous file un petit conseil, mais c'est d'essayer de chercher, avant même de regarder les autres données, les entreprises qui sont sous-évaluées. Mieux vaut partir, non pas comme je viens de le faire, mais bon, ça montre ce qu'il ne faut pas faire, des indicateurs, mieux vaut partir des indicateurs de profitabilité ou d'endettement ou autre, plutôt que de la valorisation. Parce que souvent, la valorisation traduit malgré tout, quand on a des entreprises qui sont sous-évaluées ou pas bien évaluées ou avec des très faibles PER ou price to book, probablement des problèmes. Hein. Si des investisseurs n'ont pas voulu aller sur ces sociétés, c'est qu'il y a probablement, ça peut arriver bien évidemment que des entreprises soient sous-valorisées, mais qu'il y a probablement un souci. Donc on va aller voir pourquoi potentiellement ça peut être une entreprise intéressante. Pour cela, je vous propose qu'on aille voir sur tout ce qui est profitabilité. Et là, attention à ce qu'il va falloir bien regarder. On a une entreprise qui fait une marge de comment dire, brute très importante. 39,56%, c'est très bien, c'est très élevé, ça fait partie également de mes critères. 40% idéalement c'est bien, 39,56, on ne va pas chipoter. On va regarder quelque chose d'intéressant, c'est qu'on descend malgré tout dans une marge opérationnelle avant taxes et intérêts de 6,79%. Et bizarrement, on s'aperçoit ici que le net income margin est de 13,97%. Et moi, c'est un petit peu mon signal d'alerte parce que 13,97%, dans un milieu industriel comme celui-ci, c'est plutôt une très bonne marge. Maintenant, si on regarde vraiment et qu'on s'intéresse, on s'aperçoit que la marge opérationnelle, donc liée vraiment à l'activité de Dassault Aviation, n'est que, je mets bien des guillemets, n'est que de 7%. Ça veut dire que on passe finalement du marge opérationnelle de 7% à quasiment le double en marge nette. Cette performance, elle est liée à quoi? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque j'ai mené ma petite enquête, eh bien, c'est tout simplement que comme Dassault Aviation et participe à hauteur de 26% dans Thales, eh bien, il récupère bien évidemment une partie des profits générés par la société. Et c'est ce qui explique qu'on a réintégré, bien évidemment, dans ces marges nettes, hein, puisqu'on intègre les résultats financiers, et ce qui explique aussi cette augmentation. Donc attention, parce que l'activité pure et propre, bien évidemment, c'est une entreprise rentable, 7% quasiment de marge nette, de marge opérationnelle, mais attention, la marge nette est surtout bien poussée et bien gonflée grâce à l'investissement. Ça n'empêche qu'une entreprise qui investit bien va permettre d'avoir
de la marge et puis surtout d'avoir des capacités de financement qui sont importantes. Et d'ailleurs, en parlant de capacité de financement, on le voit bien ici, on est sur une entreprise qui est extrêmement peu endettée, donc il y a très peu de sujets par rapport finalement à son endettement. Et même presque ma question, quand on voit que les dettes à long terme sur les capitaux propres ne représentent que 3,6%, on pourrait presque se poser la question finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'endettement à l'inverse? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise finalement s'endette suffisamment et n'investit peut-être pas assez dans sa dette pour pouvoir se développer? C'est une question qu'on peut se poser, je vous invite à mener vos recherches là-dessus, mais en tout cas c'est une question à laquelle ça peut être intéressant parce que parfois de se dire « Waouh, super, on a une entreprise qui n'est pas du tout endettée », ok, c'est bien parce qu'on n'est pas à risque, mais en même temps, est-ce qu'on ne perd pas finalement de la capacité à se développer, notamment dans un milieu, comme je vous le disais, concurrentiel, tel que celui des fabricants d'avions, et qui a plutôt progressé, tandis que sur l'année dernière, en tout cas, Dassault Aviation a plutôt ralenti. Donc, globalement, si on fait une overview ici, on est sur une entreprise, et d'ailleurs, on va aller le voir rapidement avec des graphes que j'ai construits. Hop, tac, on va d'abord s'intéresser au chiffre d'affaires et à la marge. Vous voyez, au niveau du revenu net, on est quand même sur une entreprise qui globalement croît. Et d'ailleurs, si on regarde son chiffre d'affaires, c'est un petit peu la même chose. Si ce n'est qu'effectivement, on a un petit peu moins de chiffre d'affaires ces dernières années, mais malgré tout, le backlog, donc on l'a vu, le terme m'échappe en français, le carnet de commandes est quand même en train de croître. Donc, c'est des signaux qui sont vraiment intéressants, plus que directement les revenus encaissés, parce que le but, c'est aussi d'avoir cette prévision. Libre à chacun, ici, de juger si c'est suffisant ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est donc de voir cette dette nette qui est de moins 7,11 parce que si on va dans ce petit communiqué, on va retrouver ici que la trésorerie disponible du groupe s'élève à plus de 7 millions contre 9 millions. Et on nous explique également que la diminution de la trésorerie 2023 résulte essentiellement de la hausse des encours avec l'exécution des contrats militaires et autres et du rachat d'actions propres ainsi que de la prise de participation complémentaire dans Thales, donc ce qui explique effectivement une baisse de la trésorerie. Donc on a quand même des chiffres qui sont assez intéressants pour les investisseurs qui seraient intéressés au niveau du dividende concernant Dassault Systèmes. Alors au-delà de la période 2020-2021, même j'ai l'impression effectivement où on n'avait pas eu de dividende, 2020 qui s'explique par le Covid, 2021 ça a peut-être mis du temps à revenir. On voit effectivement ici, quoique si on avait payé en 2021, pardonnez-moi, donc je dis des bêtises, mais on voit bien si j'agrandis à ce niveau-là, et qui veut bien surtout s'agrandir. Alors j'ai un petit souci, il ne veut pas me cliquer. Voilà, ça sera beaucoup mieux. On voit qu'on a une croissance quand même globale du dividende, à part 2021 qui avait pêché suite à Covid, qui avait forcément mené des difficultés, mais sur quasiment toutes les entreprises, on a une belle croissance du dividende en continu. Sur 10 ans, on voit qu'on a un dividende qui accroît de 14,24%. Donc c'est quand même pas rien de manière globale, bien entendu. Donc plutôt une entreprise également intéressante de ce point de vue-là. Maintenant, je vous propose de voir tout simplement la partie sur les prix, l'analyse technique, et je vais vous présenter un petit peu cette société. Alors, je vais mettre en vue mensuelle juste pour voir un petit peu à quoi ressemble cette belle entreprise. Et on voit qu'effectivement, il y a des phases de croissance, des phases de correction, des phases de croissance, des phases de correction. Mais globalement, on est sur une entreprise très haussière, d'autant plus qu'on a repris ici depuis 2021 post-session Covid, et bien cette dynamique. Alors, si on vient zoomer dans les plus petites unités de temps et notamment en weekly, et je ne vais pas aller descendre en dessous du daily, on s'aperçoit de plusieurs choses. Je vais vous enlever mes différentes flèches qu'on pourra repositionner dans un instant, mais on a une très jolie tendance haussière, comme je vous disais, depuis 2021, avec ici un niveau de résistance intéressant, sur toute cette zone 162-170, qu'on peut bien évidemment élargir en prenant ces points hauts, qui avait fait jolie zone de polarité et de retest, donc qui est une zone intéressante à payer, je pense, pour du moyen long terme, dans le cas où on serait intéressé par investir sur cette action. Maintenant, d'un point de vue plus court terme, on a également un retest des précédents points hauts. On avait gapé ici, donc il y avait monté une forte accélération finalement de la volonté des investisseurs de rentrer dans cette entreprise, et puis on a cette correction qui revient finalement tester cette zone. Alors, est-ce qu'il y a des choses à faire? Eh bien, d'un point de vue purement chartisme et analyse technique, on peut soit imaginer ici une configuration en drapeau, donc c'est tout simplement une impulsion haussière dans laquelle on a ensuite une longue phase de consolidation, d'ailleurs qui a quand même duré, si on regarde ça entre nous, hop, à peu près de ici à là, grosso modo, quasiment un an, 344 jours. Et puis, on a fini par sortir par le haut. Donc, première chose qu'on peut éventuellement faire dans le cadre d'un trade, eh bien, c'est tout simplement se positionner sur le mât, reporter sur le dernier point bas. Comme on a cassé, reporter la hauteur. Et ça nous donne un objectif à 237 en perspective. Donc, moi, pour votre information, c'est exactement ce que j'ai joué
plutôt d'un point de vue trade que d'investissement. J'ai pas forcément envie d'avoir ce type d'entreprise dans mon portefeuille, en tout cas pour du long terme. Donc je me suis uniquement basé sur un trade purement lié à l'analyse technique. On reste dans une dynamique de fonds qui est haussière. J'ai pas forcément envie d'investir aujourd'hui dans cette entreprise pour des raisons qui me sont propres par rapport à différents indicateurs qu'on a vus et parce que j'estime aussi peut-être qu'elle est un petit peu chère pour commencer à créer une ligne. Par contre, essayer de surfer et de profiter un petit peu de sa dynamique, pourquoi pas effectivement essayer de me positionner. Alors, c'est pas essayer puisque je me suis positionné, c'était le lundi 10 juin, donc lors de cette bougie, je me suis positionné à 189,6 pour être extrêmement précis sur la zone de retest. Pour l'instant, on est légèrement en drawdown. Je reste bien évidemment convaincu que ça peut le faire et je vais jouer cette configuration. Également, au lieu de ce drapeau, on aurait pu très bien aussi voir, mais ça revient un petit peu au même, un triangle ascendant. C'est vraiment l'œil de chacun, j'ai envie de dire, qui est une configuration quand même plutôt intéressante de continuation haussière également. Permettez-moi de un petit peu mieux tracer ce triangle. On voit bien dans les grandes lignes, voilà, la résistance en bleu, vous la voyez, j'arrive pas à tracer mon triangle. Et puis également ce support ici sur lequel on vient rebondir en oblique. Et donc pareil, cassure. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend finalement la hauteur du triangle et puis on peut venir la reporter sur la zone de cassure qui nous envoie approximativement sur la zone des 226-230. Encore une fois, ça dépend un petit peu de quel plus bas on prend, quel plus haut, mais l'idée c'est d'avoir à peu près une zone de prix qui peut être intéressante, qui nous permettrait par ailleurs, pour ceux qui investiraient plus ou moins au moment où j'enregistre cette vidéo, d'avoir encore une croissance de 21%, pardon, et sur mon objectif, il faudra aller chercher 27% de performance sur l'action. Donc c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Clairement, si je suis parti pour un swing qui va prendre largement plusieurs semaines, c'est même sur plusieurs mois, peut-être même plus d'une année, on verra bien, mais encore une fois, ça ne me dérange pas puisque ça reste des contextes chartistes très propres dans le sens des tendances qui, pour ma part, se tentent. On a des jolies performances à aller chercher, ça permet de bien dynamiser le portefeuille et en faisant ça de manière régulière, finalement, on peut plutôt bien s'en sortir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous êtes intéressé ou pas par l'entreprise? Venez rajouter bien évidemment des compléments. J'ai pas le temps en une vidéo de parler pleinement de Dassault Aviation, d'autant plus que j'ai pas poussé beaucoup plus mes recherches sur l'entreprise en elle-même au regard des données financières que j'avais parce que c'est mon filtre et je vais pas commencer à m'intéresser trop à l'activité si jamais je vois que ça va pas être une entreprise sur laquelle je vais investir. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses intéressantes que vous trouvez pour venir alimenter finalement le débat, je prends ça avec plaisir, c'est toujours très intéressant. Et puis aussi, n'hésitez pas à me partager la prochaine action que vous souhaiteriez voir analyser, plutôt que j'analyse des actions que je vois, n'hésitez pas à m'en proposer, je le ferai avec grand plaisir. Bon investissement, restez prudents sur les marchés, à très vite, ciao.